Bon dia a todos. Good afternoon to everyone. Boa tarde a todos. And bonjour à tous. Malheureusement, je vais parler en français et Gildas va faire la traduction. Desculpa, mas eu vou falar em francês. Aí o Gildas vai fazer a tradução, tá bom? Je dois dire que j'avais préparé un exposé de 50 minutes en anglais. Je ne savais pas qu'il y aurait une traduction. Alors j'ai enlevé des diapositives, mais peut-être pas assez. Alors si des fois c'est trop long, n'hésitez pas à me jeter dehors. Ele reduziu a apresentação dele porque não sabia que ia ter tradução, tá bom? Aí qualquer coisa vocês podem anotar e fazer as perguntas depois, no final da palestra. Et avant de commencer, j'aurais voulu remercier les organisateurs de la conférence pour m'avoir invité, et en particulier Professora Valesca, parce qu'elle a réussi à me convaincre de venir au Brésil et de venir pour la première fois visiter Maceió. Merci beaucoup. Antes de começar, gostaria de agradecer a professora Valesca pelo convite, né? Ela fez com que eu conheça, né? O Maceió é minha primeira vez aqui e eu estou gostando muito. Muito obrigado. Donc, nous avons un grand besoin actuellement de conserver la biodiversité pour différentes raisons. La première de ces raisons, c'est qu'on assiste à une extinction majeure des espèces sur notre planète, que ce soit des espèces animales, végétales, des micro-organismes. C'est la 6e et la plus grande vague d'extinction d'espèces sur la Terre. C'est plus important que ce qu'on a connu il y a 60 millions d'années avec l'arrivée d'un météorite sur la Terre qui a causé la disparition des dinosaures. Primeiramente, eu vou primeiramente falar do controle da biodiversidade, porque a gente está vendo, né, que tem uma grande extinção de muitas as espécies. Tá baixo? Et c'est vraiment préoccupant. C'est vraiment préoccupant et par exemple en Europe, on estime qu'on a perdu environ 70% de la biomasse d'insectes. É muito preocupante porque na Europa, né, a estimativa é de perda de mais de 60% da biomassa. Par exemple, je suis motard, j'aime bien rouler en moto et faire des grands voyages. Et il y a quelques années, j'étais obligé de m'arrêter environ tous les 100 km pour nettoyer la visière de mon casque parce qu'elle était couverte d'insectes. Já faz uns 10 anos que eu ando muito de moto e a cada 100 metros eu fico parando, né, para poder limpar a traseira os vidros da moto. Et aujourd'hui, je peux rouler 500 km sans m'arrêter. E hoje eu consigo andar por 100 km sem parar. Donc c'est vraiment palpable cette disparition. Et le deuxième type de problème, c'est une disparition de biodiversité dans les races domestiques. En effet, la spécialisation des productions fait que certaines races locales sont en voie de disparition. Et avec la disparition de ces races locales, disparaît une partie de la biodiversité de l'espèce. Et de plus, ces espèces domestiques subissent une importante pression de sélection qui accélère cette disparition de biodiversité. Un autre problème, c'est... outro problema é a conservação ou o manejo dos animais domésticos. On cherche aussi à améliorer la production avec une augmentation de la pression de sélection sur les espèces et une amélioration de la diffusion du progrès génétique. Estamos tentando aumentar a seleção das espécies e promover também o melhoramento genético, a difusão genética. Donc pour toutes ces raisons, chez les mammifères domestiques et sauvages, on a besoin de techniques d'assistance à la reproduction. Para tudo isso, a gente precisa melhorar as técnicas de reprodução assistida. Donc on a eu
une première génération de biotechnologie de la reproduction qui est apparue dans les années 50, avec la collecte de sperme, sa congélation, l'induction du cycle œstral chez la femelle et l'insémination artificielle. Conseguimos, nos últimos anos, a primeira geração, as primeiras técnicas de geração, a coleta de sêmen, coleta e congelamento de sêmen. La deuxième génération de biotechnologie de la reproduction concerne la superovulation, donc la stimulation de l'activité ovarienne, l'insémination et la collecte d'embryons avec leur congélation et leur transfert. A segunda geração consistiu na superovulação, a coleta de embrião, criopreservação e transferência de embrião. Et enfin, la troisième génération de biotechnologie concerne la production d'embryons in vitro, la conservation de cellules germinales à différents stades, donc dans l'ovaire et le testicule, et le clonage. A terceira geração consistiu na produção in vitro, a conservação de germoplasma e a clonagem. Donc tout ceci a des fins de multiplication des individus et de diffusion du progrès génétique, et aussi de cryobanking pour conserver ce patrimoine génétique. Tudo isso para a multiplicação das espécies e a criação de criobank. Et donc aujourd'hui, je vais me centrer sur ces aspects-là de production d'embryons in vitro. Hoje ele vai focar na produção in vitro de embrião. Donc très rapidement, la production d'embryons in vitro consiste à collecter des ovocytes immatures dans des follicules en croissance sur des ovaires qui sont soit aspirés par voie transvaginale, soit prélevés à l'abattoir. Resumidamente, a produção in vitro de embrião consiste na coleta de óvulos a partir de folículos ovarianos, maturação in vitro por 24 horas. Donc ensuite maturation in vitro, puis fécondation in vitro pendant une période de 24 heures, et ensuite une période de développement pendant 7 à 8 jours pour atteindre le stade de blastocyste avec les premières différenciations cellulaires dans l'embryon, avec le bouton embryonnaire, inner cell mass ici, et le trophectoderme qui entoure l'embryon. Após a maturação in vitro, nós temos a fertilização in vitro por 24 horas e o desenvolvimento embrionário por 7 horas, com a formação de células antenas. Et donc, ces techniques sont fonctionnelles, elles marchent, mais avec un niveau bas de production d'embryons et surtout un niveau bas de qualité embryonnaire. Et en effet, ces techniques, toute cette troisième génération de technologies, court-circuitent le passage des gamètes et des embryons dans l'environnement maternel. Et mon hypothèse de travail, c'est que cet environnement maternel est important pour la qualité des premières phases de la reproduction. Essas técnicas funcionam muito bem. Entretanto, a taxa de a qualidade das células ainda é muito baixa. Principalmente isso devido ao microambiente materno. Donc voilà ce qu'on aimerait obtenir après cette technique de production d'embryons in vitro. Il s'agit d'un groupe de blastocystes bovins produits par fécondation in vitro. Malheureusement, on n'observe pas ce genre d'image. Seulement 30 à 40% des ovocytes atteignent le stade de blastocyste, et ces blastocystes produits in vitro ont une faible cryorésistance comparée à leurs homologues obtenus in vivo. Após essas técnicas, a gente pode ver os ossos, né? Porém, 30 a 40% dos ossos conseguem atingir o estágio de blastocisto. Isso devido à baixa crioresistência. Et en fait, ces premiers événements de la reproduction ont lieu dans un organe qui s'appelle l'oviducte, un organe qui relie l'ovaire à l'utérus. Cet oviducte est un tube composé de plusieurs segments, l'infundibulum, l'ampoule, l'isthme et la jonction utérotubaire. Esses eventos acontecem num órgão chamado de oviducto, que é formado de quê? Do ovário, da ampla. Mais cet oviducte est plus qu'un simple conduit, puisqu'il est le siège de la capture du complexe ovocyte cumulus lors de l'ovulation. Le pavillon aspire l'ovocyte pour le diriger vers l'intérieur de l'oviducte. Il est responsable du transport des gamètes jusqu'au site de fécondation.
et du contrôle de la qualité de ces gamètes. Il est responsable de l'organisation de la fécondation elle-même, puis du développement embryonnaire précoce jusqu'au stade de morula. No oviduto acontece a captação das células do ósseos do cúmulos. No oviduto também acontece o transporte, né, dos gametas, a fertilização e o desenvolvimento. Après ce stade, c'est-à-dire après 4 à 5 jours de développement, l'embryon va atteindre la cavité utérine et entamer le processus d'implantation. Após 4 a 7 dias de desenvolvimento, as células vão formar o que a gente chama de blastocisto. Donc l'oviducte joue un rôle central dans ces premières étapes de la reproduction, en particulier en fournissant des métabolites, des facteurs de croissance et en protégeant du stress les gamètes et l'embryon. O oviduto, dessa forma, tem uma função principal ou central. Reviens un peu, Pascal, s'il te plaît. Pardon. Tem uma função principal. O oviduto tem uma função principal no que diz respeito ao transporte dos metabolitos, fator de crescimento e a proteção contra o estresse oxidativo. Tu peux avancer, toi? J'essaye. Donc un exemple de l'importance de la présence de l'oviducte sur le succès de ces événements, on l'a obtenu chez le cerf. On a essayé de transférer les techniques de production d'embryons in vitro que l'on maîtrisait chez la chèvre pour produire des embryons de cervidés. Et donc on a utilisé les mêmes méthodes que chez la chèvre. Et vous voyez ici que donc on a le nombre d'ovocytes traités, le taux de clivage à 48 heures, puis le taux de développement jusqu'au stade de blastocyste. Et vous voyez que ce développement est très faible dans les conditions normales d'utilisation chez la chèvre. Donc si on ajoute des cellules d'oviducte dans la culture de ces embryons, vous voyez qu'on améliore considérablement le taux de développement jusqu'au stade de blastocyste. Donc l'oviducte, en tout cas la présence de cellules épithéliales de l'oviducte est importante pour la qualité du développement embryonnaire précoce. Essa tabela mostra, né, a importância do oviduto, né? Se a gente pode observar que a presença do oviduto aumentou significativamente a taxa de clivagem dos blastocistos. Essa aí em cabra. Et donc là, je passe un certain nombre de points qui sont publiés, mais c'est pour vous dire que grâce à un modèle de culture de cellules d'oviducte qu'on appelle bovine oviduct epithelial cells cultivées sur plastique, nous avons pu faire de la production d'embryons bovins en présence de ces cellules et démontrer le rôle de ces cellules sur le développement embryonnaire et l'existence d'un dialogue entre l'embryon et les cellules épithéliales. Utilizando o modelo in vitro, foi demonstrado a importância do cocultivo em bovino, né, para a produção in vitro de embriões. Donc on a montré que les cellules améliorent le taux de développement des embryons, le nombre de cellules dans ces embryons, elles améliorent le métabolisme et en particulier le métabolisme lipidique des embryons, elles améliorent la cryorésistance des embryons, leur clivage, l'activation du génome embryonnaire et finalement le profil d'expression génique de l'embryon. Nós mostramos que as células melhoram a taxa ou aumenta a taxa de desenvolvimento, a quantidade ou o número de células, o metabolismo, a crioresistência, a taxa de clivagem, a ativação genômica e a expressão gênica dos embriões. Et il s'agit d'un véritable dialogue puisque l'embryon également provoque des modifications dans le profil d'expression des gènes des cellules épithéliales.
se trata de uma comunicação, onde o embrião permite, né, o desenvolvimento das células do oviduto. Donc on s'est demandé par quel mécanisme l'embryon et les cellules pouvaient communiquer. Aí a gente se perguntou, quais são os mecanismos, né, que permitem essa comunicação entre as células? Donc d'une manière générale, les mécanismes de communication cellulaire passent par un système de ligands et récepteurs, donc d'un facteur de croissance ou une hormone qui va lier un récepteur et induire un signal second messager intracellulaire. De forma geral, a comunicação, né, acontece entre as ligações, entre os receptores, interações entre os receptores. Ou simplement, donc les cellules peuvent communiquer par des gap junctions, des jonctions perméables, qui permettent de faire passer des petites molécules inférieures à 3 kDa, ou directement par des contacts cellulaires directs. De maneira simples, as células podem comunicar através das junções GAPs ou através das comunicações entre as células, o contato entre as células. Et un nouveau paradigme de communication intercellulaire, c'est ce qu'on appelle les vésicules extracellulaires, qui permettent de court-circuiter ce système de ligands-récepteurs et qui peut permettre le transfert de différentes molécules telles que des protéines, des lipides, des acides nucléiques depuis une cellule émettrice jusqu'à une cellule réceptrice. Outro paradigma, né, dessa comunicação são as vesículas extracelulares, que vão reduzir a comunicação entre as células, os receptores das células. Donc on trouve des vésicules extracellulaires dans tous les fluides de l'organisme. A gente encontra as vesículas extracelulares em todos os fluidos do organismo. Et parmi ces vésicules extracellulaires, on trouve les exosomes, qui sont de petites vésicules de 30 à 100 nanomètres de diamètre, qui sont composées d'une membrane lipidique, qui contiennent donc des protéines, des ARN et des lipides qui forment la membrane, et qui ont des marqueurs transmembranaires. Dentro dos fluidos, a gente pode citar os exosomos, que têm um tamanho de 30 a 100 nanômetros, formado de uma membrana. Donc ces exosomes sont produits par la plupart des cellules, que ce soit in vivo ou en culture in vitro. Et ici, vous avez la représentation en microscopie électronique à transmission d'exosomes qui ont cette forme typique en tasse de café. Essas vesículas, né, são cobertas por células produzidas tanto in vitro quanto in vitro. A gente pode ver uma representação, né, esquemática das vesículas. Donc les exosomes sont produits dans des corps multivésiculaires présents dans le cytoplasme. Ils se forment par invagination de la membrane de ces corps multivésiculaires. Et ces corps multivésiculaires vont fusionner avec la membrane plasmique pour libérer les exosomes à l'extérieur de la cellule. As vesículas são formadas dentro dos poros, né, e vão liberar os exosomos fora da célula. Donc on a cherché la présence d'exosomes dans le fluide d'oviducte. Donc pour cela, on a disséqué des oviductes et on a flushé les oviductes avec du PBS. Et ensuite, on a procédé à des centrifugations sériées, d'abord à 300 G, puis à 12 000 G, puis 2 ultracentrifugations à 100 000 G pour finalement récolter les exosomes. Então a gente pesquisou como coletar e isolar as vesículas. Isso a gente fez através do processo de dissecção, né, seguida de centrifugação. Et donc ces exosomes ont été resuspendus dans un milieu, puis ils ont été analysés par microscopie électronique à transmission, par Western blotting et par leur utilisation en production d'embryons in vitro. Após, tu peux rentrer un peu? Após centrifugação, nós fizemos uma ressuspensão
E essas vesículas foram analisadas por microscopia de transmissão eletrônica, Western blot, e fizeram a produção in vitro de embrião. Foram utilizadas, né, para a produção in vitro de embrião. Tu peux continuer, toi? Donc ici, on a représenté l'analyse d'exosomes à différents stades du cycle œstral de la vache. Donc on a collecté des oviductes au stade post-ovulatoire, début de phase lutéale, fin de phase lutéale et préovulatoire. Ici, c'est l'analyse des exosomes en microscopie électronique. On voit donc ces exosomes présents dans le fluide d'oviducte. Et ici, on a dénombré les exosomes par classe de taille aux différents stades. Et on voit qu'on a surtout des petites vésicules de moins de 100 nanomètres et jusqu'à 150 nanomètres, et aussi quelques plus grosses vésicules. Et cette répartition par taille se répète à tous les stades du cycle œstral. Nós analisamos as vesículas em diferentes fases do ciclo œstral em vacas. Na fase pós-ovulatória, no início da fase luteal, no final da fase luteal e na fase pré-ovulatória. A gente pode ver um momento significativo, né, no início da fase pós-ovulatória. Donc on a regardé le profil protéomique de ces exosomes. On a trouvé 319 protéines et 186 de ces protéines étaient exprimées différentiellement in vivo et in vitro. Et on a trouvé 170 de ces protéines qui étaient régulées lors du cycle œstral de la femelle. Nós fizemos uma análise de proteínas, né, in vivo e in vitro. Encontramos 319 proteínas, nas quais 186 foram diferenciadas, né, e expressas in vivo, comparado a in vitro. E 170 proteínas estavam envolvidas no processo de regulação do ciclo œstral. Et parmi ces protéines, on trouve beaucoup de protéines qui sont impliquées dans le métabolisme cellulaire, la protection contre le stress thermique et le stress oxydatif. Muitas dessas proteínas estavam envolvidas no metabolismo e na proteção contra o estresse oxidativo. Donc on a regardé par Western blot la présence de différentes protéines, comme la HSP70, donc dans le fluide d'oviducte total, dans le surnageant de l'ultracentrifugation, dans les exosomes ou dans les cellules elles-mêmes. Donc in vivo, donc on trouve par exemple la HSP70 dans le fluide total, dans le surnageant et dans les exosomes. Ça veut dire que cette protéine est à la fois exosomale et soluble. Nós analisamos diversas proteínas, dentre elas, né, a proteína HSP70, que estava presente no oviducto, né, do supernatante. La GRP78, qui est une protéine qui est connue pour être intracellulaire, qui n'est pas sécrétée, et effectivement, on la retrouve uniquement dans les cellules et pas du tout dans le fluide. A proteína GRP78 foi encontrada no fluido. L'OVGP, c'est Oviduct Specific Glycoprotein. C'est une protéine qui est spécifique de l'oviducte et qu'on trouve ici dans les exosomes. A OVGP é uma proteína específica do oviducto que foi encontrada nos exosomos. La myosine 9, elle est présente surtout dans les exosomes, aussi bien in vitro que in vitro, ainsi que la HSP-A8. A proteína MYH9 foi presente tanto in vitro quanto in vivo. Donc ensuite, on a regardé les ARN présents dans ces exosomes par RNA sec. Donc ici, c'est ce qu'on appelle heatmap. Je ne sais pas si vous êtes familier à ce genre de présentation. Donc ici, on a représenté pour chaque réplique biologique. Vous m'entendez ? Non.
Em seguida, nós observamos, né, os RNA. Donc on a représenté le niveau d'expression des gènes différentiels entre les différents stades pour chacun des échantillons biologiques en donnant un code couleur qui correspond au niveau de présence de cet ARN. Et donc on a en bleu un faible niveau de présence et en rouge, plus c'est rouge, plus c'est représenté dans les exosomes. Et donc ensuite on a regroupé les échantillons par ressemblance, c'est ce qu'on appelle du clustering, et on espère que par ce clustering on va regrouper les réplicas biologiques de chaque groupe. Et donc vous voyez qu'effectivement ici on a le groupe S1 qui est le groupe post-ovulatoire avec des profils d'expression pour chacun des réplicas qui sont très semblables. Et on retrouve également ce même type de répartition pour les autres groupes S2, S3 et S4. Et vous voyez que ce stade post-ovulatoire est très différent des autres stades du cycle austral. Et le stade préovulatoire, c'est le stade auquel post-ovulatoire, c'est le stade auquel a lieu la fécondation et le début du développement embryonnaire. Donc il est clair que l'oviducte a un métabolisme, a une physiologie particulière au moment où il doit assurer la fécondation et le développement. Nós agrupamos essas proteínas de acordo com os estágios e percebemos que a expressão era maior na fase pós-ovulatória, como a gente pode observar na figura. Donc pour résumer le contenu des exosomes de l'oviducte, donc on a trouvé 336 protéines, dont 186 sont différentes entre in vivo et in vitro, 170 sont différentes aux différents stades du cycle austral. Para resumir, foi encontrado 336 proteínas. 186 foram presentes in vivo, in vitro, e 170 estavam envolvidos no processo de regulação do ciclo austral. On a trouvé 13 000 ARN messagers, dont 900 sont régulés au cours du cycle austral, sont présents différentiellement à différents stades du cycle, et le stade post-ovulatoire étant très différent des autres stades. Foi encontrado 13.000 microRNA, né? Dentro desses 13.900 estavam envolvidos no processo de regulação do ciclo austral. On a trouvé également 189 micro-ARN. Les micro-ARN sont des ARN non codants qui sont responsables de régulation de l'expression génique dans les cellules, par exemple. Et donc, on trouve des variations de ces micro-ARN au cours du cycle austral, et certains ont des fonctions connues dans la régulation de l'adhérence des spermatozoïdes et la régulation du développement embryonnaire. Foi encontrado 189 microRNA. Os microRNA são RNA não codantes, que estão envolvidos no processo, que tem uma variação durante o ciclo austral e tem várias funções, né, na mobilidade do esperma e o desenvolvimento embrionário. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout que l'oviducte contient des exosomes qui eux-mêmes contiennent des protéines, des ARN messagers et des micro-ARN spécifiques au moment du stade post-ovulatoire, c'est-à-dire au moment de la fécondation et du développement embryonnaire. Então o que a gente tem que saber é que o oviduto tem os exosomos, os RNA e microRNA envolvidos no processo de regulação do ciclo austral. Et donc on a regardé si les embryons étaient capables de capter ces exosomes. Et donc on a mis en présence de blastocystes des exosomes qui ont été préalablement marqués avec un lipide fluorescent en vert, le PKH67. Et donc vous voyez, ces points verts montrent que les exosomes ont traversé la zone pellucide du blastocyste et sont rentrés dans les cellules pour avoir une localisation périnucléaire dans les cellules embryonnaires. Quand on met des exosomes sur des blastocystes éclos, c'est-à-dire dépourvus de zone pellucide, le captage des exosomes est plus important.
A gente olhou se as células estavam capazes de captar as vesículas. E foi mostrado através da fluorescência que isso é possível. Ensuite, on a regardé l'effet de ces exosomes sur le développement. Donc ici, on a le taux de blastocystes au jour 6, 7, 8 et 9 chez le bovin. Donc dans le milieu témoin en rouge ou dans le milieu en présence d'exosomes en bleu. Et vous voyez que les embryons qui se développent en présence d'exosomes ont une cinétique de développement plus rapide que les embryons qui sont dans le milieu seul, et également un taux final de blastocystes qui est plus important. A gente investigou o efeito no desenvolvimento. No vermelho é o controle, sem os exomos, e em azul, na presença dos exosomos. A gente pode ver que houve um aumento significativo na produção de blastocista na presença dos exosomos. Et aussi, on a observé une augmentation du nombre de cellules par embryon lorsqu'ils sont développés en présence d'exosomes. A gente observou também um aumento do número de células na presença dos exosomos. Donc ensuite, on a avec un étudiant brésilien, Ribrio Batista, on a regardé chez le porc, cette fois, l'effet des exosomes au cours de la fécondation. Et donc, l'effet du fluide oviducte au cours de la fécondation. Et chez le porc, lorsqu'on fait de la fécondation in vitro, on a un important problème de polyspermie, c'est-à-dire que les ovocytes sont pénétrés par plus qu'un spermatozoïde. A gente observou, olhou também, investigou também o efeito do fluido durante a produção in vitro de embrião, porque dos problemas que acontece muito, em pouco, é a polispermia. Et donc ici, vous voyez le taux de fécondation obtenu pour différentes concentrations de spermatozoïdes, 0,5, 1 ou 1,5 million par millilitre. Et vous voyez que ce taux de fécondation augmente, que ce soit dans le milieu seul ou en présence de fluide oviducte. A gente pode ver a relação entre a porcentagem de fertilização e a relação entre a porcentagem de fertilização e a quantidade de espermatozoides. Et par contre, si on regarde le taux de fécondation monospermique, c'est-à-dire avec un seul spermatozoïde, quand on augmente le nombre de spermatozoïdes dans le milieu témoin, ce taux de polyspermie reste stable, mais ce taux de monospermie, par contre, reste stable et a même tendance à diminuer, alors qu'en présence de fluide oviducte, on augmente le taux de fécondation monospermique. Por outro lado, a gente pode ver que houve aumento da taxa de fertilização na presença de único espermatozoide, na presença do fluido do oviduto. Donc, avec un autre étudiant brésilien, on a vérifié, il s'agit de Agostinho Alcantara, nous avons vérifié que les spermatozoïdes et les ovocytes sont capables de lier les exosomes. Et ici, vous voyez donc des spermatozoïdes colorés pour une coloration de mort ou vivant, vivant en bleu, mort en rouge. Et vous voyez ici la coloration avec les vésicules extracellulaires en vert, donc qui se collent soit sur la tête du spermatozoïde, soit sur le flagelle et la pièce intermédiaire. Tu peux répéter, s'il te plaît, Donc on a regardé la capacité des spermatozoïdes à lier les exosomes. On a utilisé des exosomes marqués par fluorescence. Et ici, donc, on a la coloration des spermatozoïdes eux-mêmes pour leur vitalité, avec les spermatozoïdes morts en rouge. Et ici, la coloration des exosomes en vert, avec une localisation soit sur la tête du spermatozoïde, soit sur la pièce intermédiaire et le début du flagelle. Bem, com aluno brasileiro, Alcantara, eles investigaram, né, a capacidade de ligação dos espermatozoides com os exosomos. A gente pode ver em verde, né, os espermatozoides, a fluorescência, né, do espermatozoide em verde.
On a regardé si la présence des exosomes améliorait la survie des spermatozoïdes. Donc on a comparé 3 différents mâles, donc on est chez le cochon, et on a mis les spermatozoïdes en culture avec ou sans la présence d'exosomes à différentes concentrations. Donc on a les spermatozoïdes en milieu témoin sans exosomes ou avec 0,1, 0,2, 1 ou 2 mg par ml de protéines exosomales. Et vous voyez que la présence des exosomes améliore le taux de survie des spermatozoïdes in vitro après 17 heures de culture. Nós investigamos também a sobrevivência na presença, né, dos exosomos após 17 horas. A gente em diferente concentração, 0,1, 0,2, 1,0, 2,0. E a gente pode ver que essa sobrevivência vai aumentar de acordo com a concentração. Et donc on a regardé l'effet des exosomes et du fluide d'oviducte sur la polyspermie. Et si on regarde simplement ce graphique-ci, on a observé que là c'est le taux de fécondation monospermique, qu'en présence d'exosomes ou de fluide d'oviducte, comme on l'avait montré précédemment, la présence d'exosomes imite l'effet du fluide d'oviducte avec une augmentation de la fécondation monospermique. Nós observamos também o efeito dos exosomos, né, na monospermia. A gente pode ver que na presença dos exosomos dos exosomos, o efeito é mimético, idêntico. Bon, pour conclure cette partie-là, donc il y a vraiment un dialogue entre les cellules germinales, l'embryon et les cellules somatiques maternelles dans l'oviducte, et ce dialogue régule la fécondation et le développement embryonnaire précoce. Les exosomes participent à cette communication, ils peuvent traverser la zone pellucide, transporter des protéines, des ARN messagers, des micro-ARN et des lipides depuis les cellules épithéliales de l'oviducte jusqu'aux cellules embryonnaires et jusqu'aux spermatozoïdes. Et ces exosomes régulent la survie des spermatozoïdes et le développement embryonnaire en termes de taux et de qualité. Então, para concluir essa parte, realmente tem uma comunicação entre as células germinativas e as células somáticas do oviducto, que regulam a fertilização e o desenvolvimento embrionário inicial. Além disso, os exosomos participam do processo de comunicação, porque conseguem atravessar a membrana da zona pelúcida e transportar as proteínas, microRNA, RNA, mensageiro, lipídios. Os exosomos têm essa capacidade de se ligar ao esperma, né, e regular a sobrevivência e a fertilização em pouco. Donc ces exosomes d'oviducte contiennent beaucoup de protéines régulatrices du stress thermique ou stress oxydatif, et aussi des régulateurs métaboliques, ainsi que de nombreux micro-ARN. Os oviductos contêm muitos captadores, né, de estresse oxidativo e de alta temperatura, bem como regulam o metabolismo de muitas micro-RNA. Donc en termes de perspective, il serait intéressant d'établir un meilleur système de culture pour suivre l'effet de l'oviducte sur le sperme et les embryons in vitro. En effet, le système de culture des BOEC, c'est-à-dire les cellules cultivées sur plastique, est limité car ces cellules se dédifférencient en culture, on l'a montré. Como perspectiva, seria estabelecer melhor sistema de cultivo de embrião bovino, système 3D. Donc on peut faire du genome editing, par exemple faire un KO de l'OVGP chez le pig, chez le cochon, ou KO dans des organoïdes pour étudier
l'effet génomique des exosomes, produire des exosomes à partir de cellules stressées pour voir s'ils sont capables d'améliorer la survie des embryons dans des conditions stressantes, et également produire des exosomes modifiés pour améliorer leur fonction. Seria interessante estudar também a edição de genes, né, e dos organoides em pouco. Os exosomos, a partir das células induzidas após o estresse, né, e estudar também a tecnologia e engenharia dos exosomos. Donc les cellules Boeck se dédifférencient en culture, on l'a démontré. En particulier, les cellules ciliées disparaissent après 7 jours, ainsi que la production d'OVGP, cette protéine spécifique de l'oviducte. Donc il existe plusieurs systèmes de culture des cellules d'oviducte dans de meilleures conditions. Un système à interface air-liquide qui permet une meilleure différenciation, mais qui est très long à mettre en œuvre et qui ne supporte pas actuellement le développement embryonnaire. Des organoïdes d'oviducte produits à partir de cellules souches, on en fait dans notre laboratoire, mais c'est long à établir. Et d'autre part, le pôle apical des cellules est à l'intérieur des organoïdes, ce qui rend leur utilisation compliquée. Et il est également possible d'utiliser des sphéroïdes. Donc ce sont des organoïdes produits à partir de cellules différenciées de l'oviducte, et c'est ce dont je vais vous parler rapidement maintenant. Existem vários tipos de sistema de cultivo dos oviductos, né, que podem melhorar a diferenciação dos status das células, mas o problema é o tempo, né, para estabelecer esse cultivo. Além disso, tem sistemas que não suportam o desenvolvimento embrionário. Et donc, pour produire ces sphéroïdes, donc on a ici un tractus génital bovin, donc avec la corne utérine ici qui est connectée à l'oviducte que l'on voit serpenter, et l'infundibulum qui est collé sur l'ovaire. Donc on va disséquer cet oviducte, on va séparer la partie isthme de l'oviducte, c'est la partie la plus étroite de l'oviducte, et cette partie isthme, on va la presser avec une lame de verre pour expulser la muqueuse avec les cellules épithéliales. Ces cellules épithéliales, on les met en culture dans des boîtes 4 puits et on obtient ce type de structure avec des lambeaux, des morceaux d'épithélium de l'oviducte. Inicialmente se faz a cultura, né, ou o cultivo dessas células, mas para isso está representando, né, o oviducto, né, vai fazer uma microdissecção dessa parte e colocar em placas de 4 polos. Et donc ici, voici une représentation en photo sur 4 jours de cette culture de sphéroïdes. Donc vous voyez ici les lambeaux d'épithélium d'oviducte qui sont en culture au départ. Petit à petit, ces lambeaux se referment sur eux-mêmes et ils forment des cavités qui vont devenir petit à petit des sphéroïdes que l'on va pouvoir sélectionner pour leur forme et pour leur taille. Aqui está representando uma foto dessas esferoides, né, após 4 dias de cultivo, onde serão selecionados, né, para o cultivo. Donc là, ce sont des sphéroïdes qui font environ 100 à 150 micromètres de diamètre, avec environ 200-250 cellules. O tamanho desses esferoides é em torno de 150 nanômetros de diâmetro. E tem os outros que têm em torno de 200. Donc voici des sphéroïdes sélectionnés, vous voyez qu'ils peuvent être très, très homogènes par rapport à leur forme et par rapport à leur diamètre. Aqui são os esferoides, né, selecionados. A gente pode ver a diferença, né? Ces sphéroïdes sont constitués, comme l'épithélium de l'oviducte, de cellules ciliées et de cellules sécrétrices.
Et donc vous voyez que grâce à ces cellules sécrétrices, dont les cils sont en train de battre, ces sphéroïdes sont mobiles dans le milieu de culture. A gente pode ver as células secretórias, né, no meio de cultivo. En effet, donc, si on fait une immunocytochimie pour la tubuline acétylée, donc qui est une tubuline qui est présente dans les cils cellulaires, vous voyez qu'on a un certain nombre de cellules ciliées en vert, alors que les noyaux sont marqués en bleu. Quando a gente faz uma imunohistoquímica para a tubulina acetilada, a gente pode ver as células marcadas em azul. Donc on a aux alentours de 30% de cellules ciliées dans les sphéroïdes. Donc on a comparé l'évolution de cette proportion dans différentes conditions de culture. Et d'une manière générale, il reste des cellules ciliées, au moins 15%, dans les sphéroïdes jusqu'à 10 jours de culture. A gente pode ver a proporção dessas células até 10 dias de cultivo. On a regardé également l'expression de certains gènes dans ces sphéroïdes, donc comme des gènes dont on sait que l'expression est perdue dans les cultures de cellules Boeck sur plastique. Par exemple, l'OVGP, le ESR1, PGR sont perdus à 7 jours dans les cellules sur plastique, alors que leur expression est diminuée mais maintenue dans les sphéroïdes. A gente olhou também dentro desses esferoides, né, a expressão de alguns genes. Podemos observar uma diminuição, né, a partir do dia 3. Donc on utilise ces sphéroïdes pour faire des tests de liaison de spermatozoïdes. Donc ici vous voyez en microscopie électronique à balayage des spermatozoïdes qui viennent se coller sur les cils des sphéroïdes, des cellules ciliées des sphéroïdes. A gente usa esse esferoide para fazer teste de ligação dos espermatozoides, como a gente pode ver na figura. Donc vous voyez ici que les spermatozoïdes se collent spécifiquement sur les cellules ciliées et on voit ces cellules qui touchent la tête des spermatozoïdes. A gente pode observar que os espermatozoides vão se ligar a essas células. En fait, cette liaison mime le réservoir spermatique qui se forme après l'insémination ou le coït. Donc les cellules remontent dans l'utérus, atteignent la jonction utérotubaire, et là, dans l'isthme de l'oviduc, les spermatozoïdes vont se coller aux cellules d'oviduc, donc aux cellules ciliées, et vont être libérés progressivement pour assurer la fécondation. Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu peux répéter? Oui. Donc lorsqu'on fait l'insémination ou lorsqu'il y a coït, les spermatozoïdes vont traverser la cavité utérine, atteindre la jonction utérotubaire. Très peu d'entre eux arrivent jusque-là. Donc ils vont franchir cette jonction et venir se coller sur les cellules ciliées dans l'isthme de l'oviduc. Et de ces cellules, ils vont être libérés progressivement pour assurer la fécondation. Quando a gente faz a transferência embrionária, esses espermatozoides vão atravessar a membrana e liberar o conteúdo. Et donc l'utilisation des spermatozoïdes nous permet de mimer ce phénomène in vitro. Então, a utilização de espermatozoides permite observar de forma correta e clara a fecundação in vitro. Donc on a regardé aussi la capacité de ces sphéroïdes à supporter le développement embryonnaire. A gente olhou também a capacidade desses espermatozoides a suportar o desenvolvimento embrionário. Donc ici, on a des embryons bovins au stade de 4-8 cellules qui sont en présence de sphéroïdes pendant leur développement. Et ces embryons finissent par atteindre le stade de blastocyste avec une très bonne morphologie. Aqui a gente tem embriões de 4 a 8 células. Et donc si on regarde le nombre de cellules par blastocyste dans des conditions témoins, c'est-à-dire sans sphéroïdes ou avec des sphéroïdes pendant les 5 premiers jours du développement ou pendant les 8 jours du développement, on voit qu'on a un nombre de cellules significativement plus élevé, même si les sphéroïdes sont présents que pendant les 5 premiers jours de développement.
Quando a gente olha a quantidade de blastocisto na ausência de esferoide, no grupo controle, já na presença do esferoide, a gente tem um aumento significativo no dia 5 e 8. Donc pour résumer, concernant ces sphéroïdes, ces BOES, c'est pratique d'avoir ces organoïdes car le pôle apical des cellules est situé à l'extérieur du sphéroïde avec les cils et les sécrétions qui sont à l'extérieur. Elles ont des structures très homogènes, donc ce qui permet de standardiser les cultures. Elles sont très faciles et rapides à produire. Il faut 3 jours pour produire des sphéroïdes bovins. Elles conservent un meilleur état de différenciation avec la présence de cils et l'expression de gènes que les cellules cultivées sur plastique. Elles sont capables de lier les spermatozoïdes, donc elles miment le réservoir spermatique de l'oviducte, et elles sont capables de supporter le développement embryonnaire précoce. Essas estruturas, né, se apresentam na parte externa, tem uma estrutura homogênea, tem uma rápida, uma produção fácil, tipo, rápida e produção muito fácil. Apresenta uma diferenciação, né, também fácil. Tem uma capacidade de se ligar ao esperma e tem uma habilidade de suportar ou promover o desenvolvimento inicial embrionário. Okay, thank you for your attention. And just to finish. Obrigado pela atenção. Thank you. Sometimes we have very cute spheroids, and it's just to say I love Brazil. Eu digo que ele ama beaucoup o Brasil. Eu gosto muito do Brasil. Sim, vem mais pra cá. Thank you so much, né? I love you too. Elle dit merci beaucoup. Elle dit également qu'elle vous aime beaucoup. Ok, ça va. Pascal, não é? Que palestra maravilhosa. Quanto avanço e quanta tendência, né? Quando a gente pensava há um tempo atrás sobre exossomos, a gente ficava pensando assim, né? Qual a importância dele? Por que ele existe? Como é feita essa comunicação, não é? Aí aparecem alguns gênios, como também o professor Diogo, não é? Que foi investigar isso na Suíça, não é? Então foi fazer o seu segundo pós-doc, o seu segundo pós-doc, não é, para estudar essas estruturas também, não é? E creio, não é, que muitas curiosidades aí, não é, surgiram, não é? Porque quanto mais a gente estuda, não é, mais a gente precisa aprender, mais a gente sabe que nada sabe, não é? E assim como o professor colocou ali várias perspectivas, não é, sobre esses exossomos, então gostaria aí que vocês, não é, participassem, fizessem alguns questionamentos, tá bem? Muito obrigada, doutor Pascoal, por estar aqui, não é? É uma honra imensa. Alors elle dit merci beaucoup d'être venu ici. Elle vous dit grandement merci, merci beaucoup d'être venu ici et d'avoir partagé avec nous un peu de vos connaissances. Boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizar pela apresentação e também pela tradução do Pascal e do Gildas. E realmente, quando se fala vesículas extracelulares, a gente percebe que são muito promissoras. Nosso laboratório trabalha com essas vesículas e nós tivemos bons resultados. Mas eu tenho uma pergunta para o professor Pascal, de que forma, no laboratório dele, ele consegue meio que assegurar que os fatores que essas vesículas carregam são positivos ou negativos? Como que ele faz essa diferenciação? Pascal, premièrement, il dit merci pour la présentation et également pour la traduction.
le remercie pour la traduction. Alors, il aimerait savoir de quelle forme vous pensez que les vésicules extracellulaires ont un effet, ou alors présentent un effet. De quelle forme? Comment est-ce qu'ils présentent un effet? C'est tellement compétent de facteurs. It's a very interesting question. Pardon. C'est une question très... déjà, merci aussi à Gildas pour la traduction. Et merci pour la question, c'est une question très intéressante. Et bien sûr que, comme je l'ai dit, les exosomes contiennent beaucoup de protéines qui luttent contre le stress thermique, contre le stress oxydatif. Et bien sûr, les conditions de culture in vitro sont génératrices de stress. Donc les embryons subissent différentes températures, ils sont exposés à la lumière, donc ça crée du stress oxydatif. Donc peut-être que les exosomes viennent les aider à supporter ces conditions difficiles. D'autre part, les exosomes contiennent des micro-ARN, et ces micro-ARN sont capables de modifier l'expression génique par des phénomènes épigénétiques. Donc on est capable les exosomes peuvent également préparer le génome de l'embryon pendant sa mise en route et le préparer à des conditions difficiles. Mais bien sûr, on n'a pas la réponse pour l'instant, on cherche la réponse. Bom, eu vou iniciar, vou falar. Bem, ele agradeceu, né, pela pergunta, né? Ele diz que durante o cultivo tem muitos fatores estressantes, né, que vão gerar o estresse oxidativo. Então, as vesículas vão produzir, tem microRNA, proteínas, lipídios, que vão ajudar a combater esse estresse oxidativo, tá bem? Que vai, dessa forma, ajudar no melhorar o desenvolvimento embrionário. Obrigada pela participação. Pode ir lá? Certo. Você é o quinto, tá joia? Tá bom, só um minuto. Ele vai falar em francês, né? Merci beaucoup pour tua excellente conférence, mon cher. Mas vou falar em português para o rapaz. Não. Tente em francês. Seulement deux questions. Somente duas perguntas. Na Universidade Federal do Piauí, nós estamos instruindo um grande programa de produção in vitro de embriões, caprinos e ovinos, com a perspectiva de 12 patentes e a produção de 10 mil embriões. E a gente está testando diversos meios e diferentes metodologias para alcançar o máximo de qualidade embrionária no final do processo. A pergunta é, qual a concentração, o senhor mostrou 0,5, 1 e 1,5 milhão de espermatozoides na fertilização in vitro, certo? Que o senhor recomendaria para caprinos e ovinos, com a concentração espermática ideal na seu ponto de vista, se meio, 1 ou 1,5 milhão de espermatozoides por gota de FIV, em caprinos e ovinos. Ok? Bien, à l'Université fédérale du Piauí, on a un projet qu'on est en train de développer et on entend déposer deux registres de patentes. Alors, et ils vont produire environ 10 000 spermatozoïdes, 10 000 ovocytes. Alors, il aimerait savoir quelle serait la concentration idéale de spermatozoïdes chez les caprins et chez les ovins. 0,5, 1 million. Caprinos e ovinos, hein? Chez les caprins et les ovins. Chez les caprins et les ovins. C'est difficile de répondre parce que ça va dépendre de la race et de la fertilité des mâles. É muito difícil de responder porque vai depender, né, da raça, né, e da qualidade do macho. Nós utilizamos o gradiente Percol para selecionar os espermatozoides e a motilidade muito boa sempre é uma motilidade padrão. Ils utilisent le gradient de Percol. Oui. Tu connais, toi? Oui, je connais, mais même avec le gradient de Percol, on est obligé d'adapter la concentration de spermatozoïdes chez les petits ruminants
pour la fécondation in vitro, c'est entre 1 et 2 millions par ml. Concentração de espermatozoide, a concentração de espermatozoide, né, em caprino e ovinos é em torno de 1 e 2 milhões. Si tu veux avoir, par rapport au mâle que tu vas utiliser, si tu veux avoir un résultat optimum, tu peux tester le mâle sur des ovocytes d'abattoir, par exemple, et voir si c'est mieux avec 1 ou avec 2 millions. Em função do macho, né, que você quer usar, você pode testar no abatedor. Testar se um é bom ou 2, né? Nós utilizamos atualmente 1 milhão. Actuellement, ils utilisent 1 million. Oui, c'est bien. Il dit que c'est bon. Taxa de blastocisto muito boa também. Il faut voir s'il n'y a pas trop de polyspermie, parce que chez la chèvre, il y a un petit peu de polyspermie. Tem que olhar se não tem polispermia, porque em ovino é muito frequente. Avec une étudiante brésilienne, Glaucia Bragança, on a montré chez la chèvre que si tu mets 10% de fluide folliculaire, non, je ne sais plus, c'est 1 ou 10%. Si tu mets du fluide folliculaire, c'est publié, tu mets du fluide folliculaire dans le milieu de fécondation, tu vas réduire le taux de polyspermie. Donc tu peux mettre plus de spermatozoïdes, avoir plus de fécondation et moins de polyspermie. Avec du fluide d'oviduc, pardon. Du fluide d'oviduc. Si tu... Alors ele está dizendo que se você coloca, né, o fluido do oviduto no meio de fecundação, aí você vai reduzir a taxa de polispermia. Oui, nos utilizei. Dessa forma pode aumentar a concentração de espermatozoides. Nos utilizei aussi. Il dit qu'il a utilisé, Et ça a marché? Funcionou? Très bien. Il dit que ça a bien marché. E a segunda pergunta é... A deuxième question. Nós não utilizamos o co-cultivo de células do oviduto para o cultivo de embriões em caprinos e ovinos e estamos tendo muitas boas taxas de formação de blastocisto, mesmo sem o co-cultivo com as células do oviduto. Il dit qu'ils ont de très bons résultats sans faire la coculture. Ils ont très bons résultats sans faire la coculture. E a minha pergunta é, para a extração das células do oviduto, você só faz lavagem e com qual meio específico? Pour faire l'extraction des vésicules, vous faites seulement des lavages ou alors il y a une autre technique? Déjà pour répondre à la première partie, je ne sais pas s'il a fait des transferts, parce que la présentation de plus en plus cellules, parfois n'augmente pas le taux de développement, ça augmente la viabilité des embryons. On a montré qu'on a plus de gestation avec des embryons chez la chèvre. Ele está perguntando se vocês fizeram a transferência de embrião, porque às vezes a presença, né, das células vai aumentar a taxa. Está perguntando se vocês fizeram a transferência de embrião. Não. A gente está só produzindo in vitro e congelando por enquanto. E a extração da célula do oviduto, que você demonstrou aqui no corte, ela vem só com a lavagem, né? E com qual meio, né, específico para a extração das células do oviduto para o co-cultivo. Actuellement, ils font l'extraction des cellules pour la coculture. Ils font également dans la cryopréservation. Tu vois, donc, ils ne produisent pas des embryons. Pour répondre à l'autre question, pour les exosomes, maintenant, on utilise comme étape de filtration, deuxième étape de filtration. Para o isolamento dos exosomos, né? Eles fazem o quê? Uma dissecção, filtração e conseguem extrair. E ultracentrifugação. Ok. Merci beaucoup. Mon ami. Muito obrigada pela participação, professor Ney Rômulo. Je vais parler en portugais parce que j'ai oublié beaucoup de choses. D'accord? Vai lá.
Gildas, primeiro vocês falam para ele que nós estamos muito felizes, né? Então, em nome da professora Valesca, agradecer por ele ter aceitado vir ao Brasil de novo, né? E dizer aqui publicamente, né, que ele tem uma parceria que engrandece muito aqui no Brasil, né? Mais especificamente com o Ceará, já levou vários estudantes para lá e para a França, né? Eu colocando um exemplo de mim, né? Uma menina do sertão, foi algo que mudou minha vida, certo? Então era isso que eu queria falar primeiro, né? A pergunta. Antes de chegar na pergunta, deixa eu traduzir primeiro. Alors Pascal, elle dit que au nom du professeur Valesca, elle aimerait tout d'abord te féliciter et te dire merci de partager ses connaissances avec nous. Qu'elle est très fière, nous sommes très fiers de vous recevoir ici. Elle dit également que le fait d'être là en France, travailler avec vous, a complètement changé sa vie. Elle vous dit merci pour cela. Eu que agradeço. Pascal, você falou ali sobre o cultivo 3D. E aí eu queria saber se vocês já começaram, se tem algum protocolo que vocês estão seguindo sobre o cultivo 3D, ou se é só uma perspectiva. Alors elle dit qu'au cours de votre présentation, vous avez parlé de la culture 3D. Elle aimerait savoir si vous faites ce type de culture, ce type de système, si vous utilisez ce type de système, ou alors c'est simplement une perspective. On utilise ce type de système, mais en collaboration avec un laboratoire en Allemagne, le professeur Schoen. C'est elle qui a lancé ce système Ali. Le problème, c'est qu'il faut 3 semaines pour générer une monocouche sur un insert dans le système Ali, et que pour l'instant, ils n'arrivent pas à utiliser ce système pour développer les embryons. Eles usam, né, esse sistema 3D, mas com a colaboração com o professor lá da Alemanha, professor Schoen, que a maior dificuldade, né, é o tempo de cultivo, porque essas células têm que formar uma monocamada na placa. Elle demande si vous utilisez un polymère ou alors une matrice. Une matrice. C'est des inserts que tu peux coter avec de la fibronectine ou du collagène pour faciliter la polarisation des cellules. Ok. Está dizendo que você pode usar, né, a colágeno e a fibronectina, que são polímeros. Boa tarde, professor Pascoal. Vou falar em português também, porque aí... Mais alto? Tá. Falar em português também, porque aí todo mundo pode participar. Obrigado por vir, como todos já agradeceram. Nesse trabalho com os esferoides derivados de oviduto, que tiveram controle na poliespermia, ao mesmo tempo que em suínos aumentou a sobrevivência dos espermatozoides, muitas vezes na produção in vitro de embriões tem alguns reprodutores que param de ser utilizados nos sistemas de produção in vitro simplesmente porque não respondem bem ao protocolo de capacitação ou não dão uma boa taxa de fertilização. Se vocês já tiveram a oportunidade de testar o uso desses esferoides com esses animais que são considerados problema em sistemas normais de produção in vitro e se isso foi capaz de aumentar a taxa de produção de embriões. Il vous remercie premièrement pour votre présentation. Il dit que... Je le remercie aussi pour les diapositives, parce qu'il m'a dit à passer les diapositives. Ele está agradecendo porque por ter passado os slides, né? Bem, e il dit que avec l'utilisation des stéroïdes pour la fécondation in vitro, il y a certains protocoles qui ne fonctionnent pas bien. Né? Ceci peut être dû, peut-être, l'animal utilisé. Alors, il demande si...
Mas pode repetir só por final. Não, só a pergunta, que eu já repassei. Ele simplesmente não tem uma boa taxa de fertilização. Se ele já trabalhou com esses animais que geralmente têm problemas com os produtores normais. Mas é a mesma pergunta. É a mesma. E se esses esteroides de repente melhoram a taxa de fertilização usando o sêmen desses machos que não fertilizam bem os produtores. Bien. Alors, chez certains animaux, ces stéroïdes ne fonctionnent pas bien. Alors, il aimerait savoir si vous avez déjà utilisé les stéroïdes issus de ces animaux qui n'ont pas fonctionné pour la fécondation, utilisés dans d'autres essais. Pour les stéroïdes, donc on essaye de prendre uniquement des oviducts au stade post-ovulatoire. Ele diz que ele está dizendo, né, que geralmente se pega os esteroides, né, no estágio pós-ovulatório, que nunca foi usado, né, esses ovidutos para outra espécie. C'est par rapport au mâle, tu veux dire? O mâle. Ah, ok. Donc on a montré que les spermatozoïdes qui se lient aux cellules d'oviducte deviennent plus fécondants. Mais on n'a pas montré avec des mâles qui sont connus pour être mauvais. On travaille toujours avec des taureaux qui sont utilisés en insémination, donc ils sont pas mauvais. Então, ele só trabalha mesmo com os animais que têm uma boa taxa. Ele nunca fez esse tipo de... Okay, it's a pity. Because here in Brazil sometimes we have a very, very important bulls that the people really want to use for embryo production, but they cannot reach good fertilization rates. And I was wondering, as you showed, that there is this interaction between spheroids and sperms and embryos, if it could, I don't know, somehow increase or allow to use these available bulls but with very low rate of embryo production. So we showed before and we published that when you use spermatozoa which have been bound to the cells, they have a better fertilization ability. But we never used with bad males. But it's a very good idea, and our next step is to use spermatozoa-loaded spheroids. It means we incubate the spheroids with spermatozoa, and after 30 minutes they are full of sperm, so we take them and you put on the oocytes. So in this case, because it was quite complicated to recover the bound spermatozoa. But in this way, it's more easy, and if we can find the opportunity to get bad and good males, it would be very interesting to compare and to see if we can rescue the bad males. Okay, so if it's okay for you, I can contact some colleagues that have a lot of experience and they know a lot of bad males, and then we can try to figure out some plan to solve or look deeper in this question. We will do it. Okay, thank you very much. Obrigada, professor Diogo. Agora, como é seu nome? Diga seu nome, de onde você veio. Boa tarde, meu nome é Alessandro, sou estudante da Unilab, lá no Ceará. E gostaria de saber do professor, porque assim, uma das estratégias que vem sendo utilizada para aumentar o número de embriões na PIV é a utilização de antioxidantes no cultivo. Tendo em vista os benefícios que o professor apresentou da utilização das vesículas, o que ele acha sobre se a utilização das vesículas no cultivo de embrião dispensaria a utilização de antioxidantes exógenos? Lui c'est Alexandre de l'Unilab à l'université du Ceará. Alors il dit qu'une des méthodes pour améliorer la production in vitro des embryons, c'est utiliser les antioxydants. Alors qu'est-ce que vous pensez changer ou alors utiliser, au lieu d'utiliser les antioxydants, utiliser ces vésicules? Est-ce que ça va marcher? Oui, c'est très bien d'utiliser des antioxydants. Comme je disais tout à l'heure, l'oviducte et les exosomes de l'oviducte contiennent beaucoup de protéines antioxydantes, c'est-à-dire la superoxyde dismutase, catalase, PRDX, sont des protéines qui vont capter les radicaux libres et les détruire. Donc c'est une façon
d'utiliser des antioxydants. Pour moi, dans le milieu de maturation, je rajoute du resveratrol et ça marche bien. Après, pourquoi pas utiliser des antioxydants? C'est une autre alternative, c'est une autre possibilité. Nous, on est parti sur la possibilité physiologique de reconstituer le milieu environnant chez la mère, in vitro, mais on peut aussi utiliser des molécules, des flavonoïdes ou d'autres molécules antioxydantes pour protéger les embryons. Para proteger, né, os embriões durante o cultivo, pode usar vários tipos de substâncias, os flavonoides, né? Dentre eles os flavonoides, mas ele usa mais esses ovidutos porque, como ele falou, né, vão liberar muitas substâncias, né, que tem o efeito já antioxidante, tá bom? Ele citou da indução da síntese da catalase, glutationa, que esses ovidutos já têm, né? Muito obrigado pela sua palestra, foi excelente, muito bom ter você aqui. Eu sou professor do programa do PPG Biotech e eu queria saber se com esses achados que você tem nas microvesículas, eu acredito que você tenha fatores que são a favor do processo de ovulatório, de todo o processo de fertilização, e tem alguns que são contra isso. Você acredita que se você isolasse alguns, identificasse aqueles que são a favor, é possível criar, por exemplo, uma microvesícula sintética, que essa pudesse ser usada para você fazer congelamento e ser utilizada para futuras fertilizações e seria muito mais eficaz? Do you think that if you have some of these particles that you have, those microRNAs, those proteins, you have some proteins and microRNAs that are pro-fertilization and some that are not. Do you think that is possible to get some synthetic microvesicle with a few of these factors and should be enough to get a better fertilization, and then you don't need to do a co-culture or something like that? You have a product to do a fertilization in vitro. So yes, it's a good question, and in fact, it's possible to generate artificial extracellular vesicles, or it's possible to change their contents if you change the gene expression of the cells which produce them. But I don't think it's a very simple action. I think it's a multifactorial action, so it would be quite complicated, I think, to find the way to produce the same effect with just a simple molecule in a vesicle. You will need to have a lot of things, I think. But if we can, we will do it, because the problem is exosomes. That's products from animals, so it's the same size of the virus. So when you purify the exosomes, you purify the virus too. So it's a bit tricky if you want to use it on the commercial way. Quero mais uma vez agradecer ao Pascal, né, e ao Gildas pela tradução, mas também quero agradecer à professora Débora, não é? Que se não fosse, né, o contato dela, porque ela fez o doutorado sanduíche dela, não é, junto com o Pascal lá no Instituto INRA, então eu não teria acesso a ele, não é? A gente não teria acesso a esse pesquisador tão brilhante aqui no nosso meio de hoje. Então, eu agradeço a professora Débora, peço palmas para ela. E que ela venha entregar o certificado aqui e uma lembrancinha para o Gildas. Alors, elle te dit... O certificado do Pascal e a lembrancinha para o Gildas. Elle te dit merci, elle me dit merci et elle dit merci également à Déborah parce que c'est grâce à Déborah qu'elle a pu avoir ton contact, qu'elle a pu t'envoyer l'invitation et actuellement elle va me remettre un présent et elle va également te remettre un autre présent. Ça marche? Demande qu'on avance un peu.
Thank you so much. And, thank you to all of you because it was very nice to talk to you and to answer very interesting questions. Muito obrigado a todos. Foi interessante, né, as perguntas de vocês.